Donc tout de suite, je donne la parole au professeur Faten Zahiri du service d'oncologie médicale de l'hôpital Farhat Hached de Sousse qui va nous parler du post-ESMO sur le cancer du sein. Bonjour à tous. Je commence par remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à parler du post-ESMO dans les carcinomes mammaires dans cette 7e journée de l'Onco-Millet Day. Je les remercie aussi par ce moment d'hommage à notre cher Ahmed Kamouti. Donc le post-ESMO cette année, il n'y avait pas vraiment de grands scoops, il y avait plutôt des mises à jour. On commence par les carcinomes mammaires localisés. Donc, les tumeurs triples négatives ont un pronostic qui dépend de la réponse histologique complète. On indique souvent des traitements systémiques en néoadjuvant de plus en plus pour ces tumeurs triples négatives. Et vous voyez que dans à peu près 75% des cas, on n'arrive rien qu'avec la chimiothérapie à améliorer le pronostic de ces patientes et avoir un bon pronostic. Mais il y a souvent, comme vous voyez sur les courbes, une baisse de la courbe à environ 6 mois. Et puis à partir de 3 ans, ça devient un plateau. Donc pour améliorer ce traitement néoadjuvant, il y a eu l'ajout du carboplatine à la chimiothérapie néoadjuvante et il y a 3 principaux essais qui ont montré un bénéfice en termes de PCR en ajoutant le carboplatine et avec une PCR qui dépasse les 50%. Il y a même l'étude Brightness qui avait montré un bénéfice en survie sans événement. Donc, comment améliorer cette stratégie de traitement néoadjuvant? Il y a 4 études qui ont essayé de démontrer l'apport de l'immunothérapie dans le traitement néoadjuvant de ces tumeurs triples négatives. Il y a 3 essais de phase 3. 2 essais ont réussi à démontrer un bénéfice significatif une augmentation en taux de PCR qui est statistiquement significative, avec un bénéfice à la survie sans événement pour l'essai Keynote avec le pembrolizumab. Et je vous rappelle le schéma de l'étude Keynote 522. Donc, c'est un essai qui avait randomisé des patientes avec des tumeurs triples négatives dépassant les 2 cm ou N+, entre un bras chimiothérapie associant paclitaxel carboplatine puis anthracycline, associé ou pas au pembrolizumab en néoadjuvant et suivi de 9 cycles de pembrolizumab en adjuvant. Donc, l'objectif primaire de cet essai était le taux de réponse histologique complète et la survie sans événement. Et puis, l'objectif secondaire était la survie globale. Donc, cet essai a démontré une différence en termes de taux de PCR qui s'évalue à 13,8%. Et c'est là que le pembrolizumab en néoadjuvant a été approuvé comme standard thérapeutique. Et cette année, à l'ESMO 2024, on a eu la mise à jour de la survie globale de cet essai. Donc, l'essai avait déjà démontré à la première analyse un bénéfice en survie sans événement et ce bénéfice se poursuit actuellement à 5 ans avec une différence entre 72,2 de 72,2 à 81,2% de survie sans événement à 5 ans. Avec le résultat de cette année, c'est le bénéfice absolu de 5% en survie globale à 5 ans. Donc, avec un suivi médian de 75,1 mois, il y a un bénéfice absolu de 5%. La survie globale à 5 ans, elle passe de 81,7% dans le bras placebo versus 86,6% dans le bras associant pembrolizumab. Et donc, ce bénéfice est démontré dans les différents sous-groupes, quel que soit le statut nodulaire, quel que soit le schéma de carboplatine adopté, le schéma toutes les 3 semaines ou le schéma hebdomadaire, quel que soit le statut PDL1. Et finalement, on arrivera toujours à on va dire guérir, faire bénéficier à peu près 70% des patients de la chimiothérapie néoadjuvante seule.
Donc, ces patientes avec immuno ou sans immuno auront un bon pronostic. Il y aura les 5% qui auront un mauvais pronostic, quel que soit le schéma optimal adopté donc, en néoadjuvant. Et puis, il y aura les 20% des patientes qui vont bénéficier du pembrolizumab. Donc, finalement, on a une patiente sur 20 avec les CK-notes qui va bénéficier, qui va guérir par l'adjonction de pembrolizumab. Donc, le profil de toxicité, il est stable, il est le même, il n'y a pas de nouveaux événements. Donc, finalement, cet essai continue à démontrer que l'association du pembrolizumab en traitement néoadjuvant pour ces tumeurs triples négatives est un standard thérapeutique. Ça améliore la survie sans événement. Ça a un bénéfice statistiquement et cliniquement significatif de survie globale. Et donc, ça confirme que c'est un standard thérapeutique. Un deuxième essai en phase donc, de carcinome mammaire localisé, l'essai Nathalie. Cet essai randomisait les patientes ayant des tumeurs RH+, HER non surexprimées entre un bras anti-aromatase non stéroïdien et un bras anti-aromatase associé à 3 ans de ribociclib en adjuvant. C'est un essai très large qui avait inclus 5101 patientes, donc qui avaient des tumeurs N+, et pour les tumeurs N-, c'était des tumeurs grade 3, des tumeurs grade 2 avec des facteurs de haut risque. Et l'objectif primaire de cet essai était l'invasif DFS. Donc, dans cette analyse à 4 ans, 62,8% des patientes avaient terminé donc, et totalisé les 3 ans de traitement adjuvant par ribociclib et uniquement 20% l'avaient arrêté pour des effets secondaires. Donc, cet essai avait déjà montré un bénéfice donc, en IDFS et ça poursuit à avoir donc, un bénéfice avec un delta d'environ 5%. La DFS, elle passe de 83,6% à 88,5% par l'adjonction de ribociclib. L'analyse de cette IDFS par sous-groupe montre un bénéfice aux alentours de 6% pour les stades 3, un bénéfice aussi émergent au niveau des stades 2, donc de 4,3%. Le bénéfice est maintenu quel que soit le statut ganglionnaire. Vous savez bien que l'étude avec l'abemaciclib en adjuvant comportait les patientes N+, donc cet essai comportait les N0 et les N+, et il y a un bénéfice que ce soit des tumeurs N0 ou N+. Il y avait, donc, à la progression, il y avait surtout des métaviscérales. Et pour la survie globale, il faut un suivi encore plus long. Donc, comme vous voyez, le nombre de décès pendant cette période est l'effectif est très bas. Donc, il faut attendre vraiment une longue période de suivi pour conclure sur le bénéfice en survie globale. Donc, finalement, cet essai a continué de démontrer un bénéfice à 4 ans en réduisant le risque de récidive chez ces patients d'environ 28,5%. Il y a un bénéfice absolu en DFS à environ 5% à 4 ans. Il n'y a pas donc de profil de toxicité particulier. Donc, on aura certainement des résultats positifs et significatifs prochainement. Je ne vais pas parler de l'essai hypogée puisqu'il y aura la session, donc les actualités en radiothérapie tout de suite. Pour les carcinomes mammaires métastatiques, donc, je vais parler d'un seul essai, l'essai Destiny Breast 12. Donc, on a déjà vu par plusieurs essais l'efficacité du trastu deruxtecan au niveau des métastases cérébrales pour les carcinomes mammaires surexprimant l'HER. Et l'essai Destiny Breast 12 a randomisé des patientes avec ou sans des métastases cérébrales donc, pour un traitement par trastu deruxtecan en 2e ou 3e ligne. Et donc, l'objectif primaire, c'était la PFS, et on a finalement une PFS médiane de 17,3 mois chez ces patientes. Et donc, à 12 mois, nous avons 61,6% de PFS. Et cette PFS, finalement, elle est presque donc, similaire pour les métastases cérébrales stables et les métastases cérébrales donc, actives.
Concernant la PFS intracrânienne, donc la progression cérébrale seule, la PFS est de 58,9% à 12 mois. Le deuxième objectif, c'était le taux de réponse. Et le taux de réponse, donc, au niveau des métastases cérébrales, était de l'ordre de 71,7%. Il était de 79,2% pour les métastases cérébrales contrôlées et de 62,3% pour les métastases cérébrales actives avec le trastu deruxtecan. La survie globale est similaire pour les patientes ayant des métastases cérébrales et celles sans métastases cérébrales aux alentours de 90%. Et donc finalement, cet essai a montré assez d'évidence pour prioriser le trastu deruxtecan pour les carcinomes mammaires métastatiques surexprimant l'HER avec les métastases cérébrales. Donc cette molécule avance petit à petit au niveau des lignes thérapeutiques pour cette maladie métastatique. Et je vous remercie.